bonjour, il est midi, le grand journal. L'université Cheikh Anta Diop méconnaissable, le ministre de l'enseignement supérieur sur les lieux pour constater de visu les dégâts après la furie des manifestants. Moussa Baldé, très choqué, annonce l'ouverture d'une enquête. À Fatick, les enseignements sont suspendus jusqu'à jeudi dans toute la région. Motif invoqué, raison de sécurité. L'alerte des acteurs du secteur des hydrocarbures à la suite des manifestations. Des risques de pénurie de carburant planent sur le pays. À Sédhiou, des journées de prière organisées pour un retour au calme. Imams et chefs religieux appellent à la retenue. L'arrestation du maître coranique accusé de viol sur 27 filles. L'association des juristes sénégalaises s'en réjouit et compte suivre l'affaire jusqu'au bout. Khadim Baké est toujours en garde à vue à la brigade de recherche de Touba. L'actualité internationale, Famadion, les sports, Malal Junior Diagne, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Et enfin, d'édition, point de vue, les violentes manifestations de ces derniers jours, la tension socio-politique qu'elle voit est issue pour un retour au calme. Abdoulaye Diop sur la partie technique. Bienvenue à toutes et à tous. Les violentes manifestations de ces derniers jours, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, très touchée, se relève difficilement après la furie des manifestants qui ont tout saccagé sur leur passage. Le ministre de l'enseignement supérieur est descendu sur les lieux ce matin pour constater les dégâts et l'ampleur de la situation. Le professeur Moussa Baldé, très choqué par ce qu'il a vu, annonce l'ouverture d'une enquête. L'université sera résiliente, l'université va continuer parce qu'on n'imagine pas le Sénégal sans ces universités. Donc j'ai instruit tous les recteurs de voir avec les autorités académiques, voir avec les collègues. D'ailleurs, je dis toute ma solidarité à mes collègues pour lesquels on a vu qu'on a cassé leur bureau, pour dire que ensemble, tous les étudiants qui veulent étudier, tous les professeurs et toutes les autorités académiques et le conseil d'administration de l'UCAD de s'employer, comme toutes les autres universités, à faire reprendre les cours le plus rapidement possible. Donc ça, c'est l'instruction en tout cas que j'ai donnée et je pense qu'on devrait arriver dans les meilleurs délais. Nous sommes en 2023. Vous savez, on a une université qui fait des enseignements en ligne, qui est devenue la deuxième université du Sénégal en termes d'effectifs. Je pense qu'il y a des choses à explorer là-dessus. On va voir comment, en tout cas, faire en sorte que les universités sénégalaises reprennent. Évidemment, quand un étudiant saccage la direction du COUD, l'administration du COUD, les bus qui transportent les personnels, saccage les bureaux des profs, les amphithéâtres, ça veut dire que celui-là, en tout cas, il a décidé que ses études sont terminées. Ça aussi, il faut que ça soit clair. Et donc, pour cela, en tout cas, des enquêtes seront faites et on verra quelle suite donner à cela. L'inventaire des dégâts au campus pédagogique, le parc roulant incendié, les amphithéâtres saccagés, mais pas que. Le recteur Amadou Alimbaye. La quasi-totalité du parc roulant de l'université a été mise à genoux. Donc, il y a pratiquement plus de bus. Une bonne partie des amphithéâtres et des salles ont été rendues totalement indisponibles. Les archives des personnels administratifs et enseignants ont aussi été brûlées. Les archives des étudiants et des diplômés ont également été brûlées, en particulier à la faculté de médecine et à la faculté des lettres et sciences humaines. Nous sommes en train de faire le comptage des dommages que nous avons subis. Le processus n'étant pas encore achevé, on ne peut pas vous dire l'ampleur des dégâts. Nous entendons beaucoup d'estimations fantaisistes qui ne reposent sur rien du tout. Il faut comprendre qu'à ce stade, il n'y a que les autorités des facultés et du rectorat qui sont en mesure de vous donner des informations fiables. Ces autorités sont en train de passer en revue les dégâts. Une plainte a été déposée pour pouvoir identifier les responsables et les coupables, mais nous sommes toujours en train de faire l'état des lieux. Et en temps opportun, on parlera à l'opinion pour vous donner des chiffres exacts sur l'étendue des dommages. Ce qu'on peut faire à ce stade, c'est regretter que l'université ait été attaquée à ce point. L'université, normalement, c'est le point de convergence de la nation. On y trouve toutes les obédiences politiques, religieuses. Tout le monde a besoin de connaissances. Alors, ce qui a été commis est un incompréhensible parti pris pour l'ignorance et pour l'obscurité. Et c'est ce que nous ne comprenons pas. Le directeur du COUD liste les dégâts au campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils sont énormes selon Maguette Sène. Il souligne que l'objectif des manifestants était de mettre l'université à genoux, ce qu'ils n'ont pas réussi. C'est avec le cœur meurtri, en tout cas, qu'on constate tous ces dégâts.
Je parlerai particulièrement du campus social où la direction a été incendiée, pillée et volée. Également des bureaux de nos collaborateurs qui ont été saccagés. Également, la salle Omar Penn qui a été inaugurée il y a de cela quelques mois a été complètement saccagée et rendue hors d'usage. Mais surtout le bus pour le personnel. C'est des bus qui nous permettaient en tout cas d'amener le personnel dans la banlieue. C'est des bus qui desservaient Thiaroye, Keur Massar, en tout cas tout un ensemble de quartiers périphériques. En tout cas, c'était une logistique extrêmement importante pour le COUD et tous ces bus-là ont été incendiés au nombre de 8. Mais également, ce qui a été encore plus écœurant dans ces saccages et dans ces pillages irresponsables, c'est les arbres, l'environnement qui a été détruit. On a vu des arbres qui ont été sabrés. Donc ça montre en tout cas la violence des dégâts qui ont été constatés ici dans le campus social, mais aussi ça montre que l'intention c'était de mettre l'université à genoux. Mais je crois que les auteurs n'ont pas réussi puisque l'université va continuer à rester debout. Le Sénégal va continuer à rester debout et que nous sommes assez responsables pour pouvoir nous relever et continuer à faire notre mission comme le président de la République nous l'a confié. Les propos du ministre de l'Enseignement supérieur, du recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et du directeur du COUD ont été recueillis par Boubacar Dieng. Justement sur cette casse organisée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, une bonne mémoire de l'université serait partie en fumée. Des documents vandalisés par des étudiants en furie après la condamnation de Ousmane Sonko. Alors un défi s'impose, la restauration. Qu'est-ce qui est possible de faire? Mohamed Alimba a posé la question à des archivistes et documentalistes. Pour restaurer des archives, il existe plusieurs méthodes. La première, aller tout d'abord aux sources, remonter le fil. Hassan Faye, archiviste bibliothécaire. On peut reconstruire en faisant appel aux archives, c'est-à-dire les archives papier existent. Mais vous savez qu'avant d'être archive papier, c'est un document qui a été existé dans une machine qu'on a imprimée et qu'on détient des exemplaires. Ce qui fait que l'exemplaire reste toujours dans la machine. Si la machine n'a pas été détériorée ou n'a pas été cassée, on peut toujours avoir d'exemplaires. On peut toujours avoir l'exemplaire. Et ce qui fait que l'exemplaire papier, on l'avait gardé sous forme d'archives. C'est-à-dire les archives ont différentes étapes. Les archives anciennes, les archives secondaires, les archives primaires. Primaire, c'est les archives qui sont sur votre table que vous utilisez à tout moment. Moyens qui n'ont pas fait plus de 50 ans. Maintenant, les anciens, c'est ceux qui ont les archives qui ont fait plus de 70 ans d'existence. Mais il y a toujours des bases de données, il y a toujours également un répertoire qui fait que tous les documents ont été enregistrés et numérotés. Une autre technique, aller jeter un coup d'œil du côté des archives nationales, mais à condition que le dépôt légal soit assuré, respecté. Maïmouna Faye, archiviste documentaliste au groupe Futur Média. Tout chercheur est obligé de déposer un exemplaire de son document aux archives nationales. C'est pour éviter, dans ces cas de figure, de perdre les informations. L'archive nationale, si le dépôt légal est respecté, ce ne sera pas difficile de retrouver les documents. Pour y arriver, il faut donc un travail de fourmi, des moyens et du temps. Hassan Faye, archiviste documentaliste. Ça peut prendre beaucoup de temps, peut-être 2 à 3 ans. Si on prend par exemple des spécialistes comme nous sommes, par exemple vous prenez des étudiants de l'EBAD sortants, si vous en avez par exemple une cinquantaine, ils peuvent vraiment travailler plus de 50 documents par jour, parce que ça c'est notre métier. Mais pour éviter justement d'avoir à faire les frais de ce type de désagrément, il faut numériser, tout numériser, recommande Maïmouna Faye. Parce qu'un document déjà détruit, brûlé, est difficilement restaurable, entre parenthèses. C'est pourquoi c'est toujours important de numériser les documents, surtout avec l'avancée de la technologie. Selon le professeur Mbaye Thiam, enseignant en histoire et archivistique, l'UCAD, la faculté des lettres notamment, a perdu une bonne partie de sa mémoire. Des archives datant de 1957 ont été brûlées. Mohamed Alimouba, à Fatick, les enseignements sont suspendus jusqu'à jeudi dans toute la région. Les autorités évoquent des raisons de sécurité. Des individus encagoulés ont délogé hier les élèves du public comme du privé. Aminata Goudiaby. Devant une station-service de la ville de Fatick, des dizaines d'étudiants munis de sacs ou de valises attendent leur bus. Ils sont sommés de vider le campus par l'autorité administrative pour des raisons de sécurité.
De l'élémentaire au moyen secondaire non plus. Il n'y a pas eu de cours ce matin sur toute l'étendue de la région. Toutes les écoles sont fermées. Même l'essai départemental qui devait démarrer ce mardi a été reporté. Des parents d'élèves s'inquiètent de cette paralysie du système éducatif dans la région de Fatick. Cette situation n'arrange personne, en tout cas pas les parents d'élèves que nous sommes. Ce n'est pas bien pour la société. Certains élèves sont dans le privé, vous le savez, et nous ne voulons pas du tout de cette situation. En cette fin d'année scolaire, les élèves devraient démarrer leur composition, mais vous voyez, ce n'est pas possible. Cet enseignant déplore la situation sous le couvert de l'anonymat. Moi, je suis professeur enseignant d'arabe. Je prie fort pour que la paix revienne dans notre pays. Les Sénégalais ne connaissent pas ce genre de situation. Il faut que les personnes concernées, les acteurs, essaient de régler le problème, s'entendre, se mettre autour d'une même table pour dépasser cette crise. À Fatick, il n'y a pas eu de manifestation. Mais hier, en début de matinée, des personnes en cagoule se sont introduites au lycée Komodo Fenduf de Fatick et dans certains collèges d'enseignement moyen pour déloger les élèves. Toutes les autres écoles, publiques comme privées, étaient obligées d'interrompre les enseignements à 11h. Les cours reprennent jeudi, selon le gouverneur. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. Toujours sur ces violentes manifestations à Hambourg, le secteur informel fortement impacté par les récentes manifestations. Donc, plusieurs boutiques ou autres cantines ont été cambriolées ou vandalisées. Les propriétaires, des jeunes qui voulaient voler de leurs propres ailes, n'ont que leurs yeux pour pleurer. Leurs activités sont à l'arrêt. Ils sont du coup devenus des chômeurs. Ndaïmati Dieng. Le regard triste de Sadboudia ne lui ramènera pas ses gadgets. Il estime les pertes. Sa boutique de téléphone et d'appareils électroniques n'a pas échappé aux violentes manifestations. Ils sont entrés dans la boutique par effraction. Ils ont tout pris, que ce soit clair. Les téléphones portables, les tables d'exposition, les ventilateurs, les téléviseurs. Ils ont tout pris. Ils n'ont rien laissé ici. Et c'est dommage, parce qu'ici, ils travaillent des pères de famille. Et avec ce vol, nous ne savons même pas si les fournisseurs vont continuer à travailler avec nous. Parce que c'est décourageant. Une situation que déplore cette jeune dame, une autre victime, Salima Tandiaye. Pas facile, voilà, des jeunes qui se lèvent chaque matin, qui partent au travail, qui rentrent chez eux, qui n'ont aucun problème avec personne. Donc en ces cas de manifestation, voilà, des ignorants viennent comme ça pour vraiment tout gaspiller. Donc on est triste, on est désolé. Quant à Khoudjambaï, elle appelle ses camarades à plus de retenue. Elle leur demande de penser aux conséquences sur les travailleurs sénégalais avant d'attaquer certaines entreprises. Ici, c'est des pères de famille, des soutiens de famille. Donc, de grâce, laissez-nous travailler. Nous, on a besoin de notre salaire, on a besoin de travailler. Vous pouvez manifester pacifiquement. Plusieurs employés sont envoyés au chômage. Ils estiment que la situation deviendra stable au plus vite. Ndaïmati Dieng, Mbour, Radio Futur Média. Et puis, ces risques de pénurie de carburant dans les prochains jours, l'alerte des acteurs du secteur des hydrocarbures, un secteur qui a enregistré d'énormes dégâts. Des employés au chômage technique, perte en chiffre d'affaires inestimable. Plusieurs stations-service ont été visées. Koumba Sandiane Faye. On a peur qu'il y ait pénurie de carburant au Sénégal. Ça sent la pénurie. Il n'y a presque plus de livraison de carburant. Conséquence, les stations-service ne se ravitaillent plus et de là, les moteurs ne vont plus tourner. C'est parce que la majorité des stations de service a été saccagée, nous fait savoir Mathurin Sagna, secrétaire général des travailleurs du pétrole, gaz et activités connexes du Sénégal. Le capital, il est sénégalais parce que le capital d'abord, il est humain. Et il ne faudrait pas qu'on puisse saccager ces stations au détriment d'un pays. Ça peut nous porter à faire des choses pas bien parce qu'on risque d'avoir une pénurie de carburant aujourd'hui au Sénégal parce que les livraisons ne se font plus comme convenablement. Beaucoup de pertes ont été enregistrées sur les chiffres d'affaires, signale un autre acteur des hydrocarbures, Aliou Cissé, qui parle de désarroi. Il est le secrétaire général du syndicat des travailleurs des stations-service du Sénégal. Même il y a des compagnies pétrolières que possèdent des Sénégalais qui sont pillés et cassés. Presque il y a toutes les stations qui ont été touchées, il y a toutes les compagnies qui ont été touchées. Ils sont dans le désarroi parce que beaucoup d'entre nous sont partis en chômage technique et maintenant presque la majeure partie des stations dans le territoire sénégalais ont fermé boutique. Bon,
et ça impacte sur la vie des travailleurs des stations-service. Il est plus que difficile pour ces travailleurs qui gagnent leur vie. Des Sénégalais soutiennent des familles. Beaucoup parmi ces employés ont été sommés de rester à la maison. Alors que les pompistes ne peuvent pas travailler, ils sont en chômage technique, c'est des pères de famille. Et donc c'est déplorable que ces gens-là voient leur outil de travail calciné, donc brûlé et saccagé. Nous voulons faire savoir à l'opinion nationale et internationale que ceux qui travaillent dans les stations-service sont des Sénégalais purs et durs. C'est aussi la propriété des Sénégalais. Ces travailleurs appellent l'État à prendre ses responsabilités pour éviter de telles situations qui pourraient faire sombrer l'économie du pays. Et face à cette situation à Sédhiou commune et dans plusieurs villages environnants, des journées de prière sont initiées pour un retour au calme dans le pays. Les imams et chefs religieux appellent à la retenue. Correspondance Bakary Conté. Les imams et chefs religieux de la commune de Sédhiou, en partenariat avec la municipalité, ont organisé une journée de lecture du Saint-Coran à la grande mosquée de Sédhiou. Imam Aliou Abdrahmane Diallo. Si c'est Sénégal, vraiment tout le monde a peur. Parce que le Sénégal n'a pas l'habitude de voir ce qu'on voit comme ça. Vraiment, c'est très dur. Parce qu'il y a des âmes qui perdent comme ça, les petits-enfants qui ne connaissent rien et les marchandises qui gâtent. Vraiment, le Sénégal est devenu un autre Sénégal. Ce n'est pas que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons, que le Sénégal s'améliore, que le Sénégal sera exemple de toute l'Afrique. C'est ça qui nous pousse de tendre les mains et faire la lecture du Coran et demander le bon Dieu pour qu'il donne au Sénégal et les Sénégalais la paix. El Hadj Omar Kanté, deuxième adjoint au maire, appelle au calme et à la retenue. Sous l'impulsion du ministre, le maire de la commune de Sédhiou, Abdoulaye Diop, qui a appelé ici pour que les gens, les imams de toute la commune de Sédhiou se retrouvent à la grande mosquée pour lire le Coran, formuler des prières pour ce que nous sommes en train de vivre ici au Sénégal depuis quelque temps, à savoir ces troubles qui sont en train d'être vécus ici. Comme vous le savez, les troubles ne sont pas aussi importants ici à Sédhiou. Mais, comme on dit, il faut qu'on pense aux autres. L'appel, c'est de la sérénité, le retour au calme. Rien ne vaut tout cela. On n'a jamais connu ça au Sénégal. Ces journées de prière sont aussi organisées dans plusieurs villages religieux du Pakao, Pakao Djareng, Katabina, Pakao Kerawan, entre autres Djida Khalifa, del El Hadj Abdou Khadr Seydi Sall. Bakary Konté, Sédhiou, Radio Futur Média. Et puis notez que Déthié Fall, leader du PRP, est hors du pays dans un communiqué. Le leader du PRP donc souligne que c'est dans le cadre de l'internationalisation de la mobilisation contre ce que l'opposition appelle les dérives du président Macky Sall. Une mission de 72 heures pour le compte de l'opposition en France, en Suisse et en Italie à la rencontre d'organisations internationales très préoccupées par la situation nationale. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Le maître coranique accusé d'avoir violé 27 filles à Touba est toujours en garde à vue dans les locaux de la brigade de recherche de la cité religieuse. L'enquête se poursuit selon nos sources. Khadim Mbaki a été arrêté hier par les éléments de la police de Ndamatou, puis remis à la gendarmerie. Il était en cavale depuis l'éclatement de cette affaire de viol en série. C'était en mars dernier. Et puis l'association des juristes sénégalaises qui réagit à cette arrestation. La JS dit s'en réjouir et compte poursuivre l'affaire jusqu'au bout. Abidialo, présidente de l'AJS, avec Awa Cissé au téléphone. Je fais une appréciation et au nom de l'AJS, une appréciation très positive de l'arrestation de ce coupable qui a commis quand même un acte vraiment odieux. Et je me réjouis qu'il ait été mis aux arrêts et que j'espère et je l'exige au nom de l'AJS de toutes les associations de défense des femmes, que la procédure aille jusqu'à son terme, c'est-à-dire que toute la loi soit appliquée et vigoureusement appliquée à ce gars-là. Donc, pour l'instant, nous sommes satisfaits de son arrestation et nous suivons avec tout le monde la procédure pour qu'elle aboutisse. Nous avons été saisis depuis le départ par notre point focal là-bas, qui est la responsable de l'éducation en milieu ouvert, l'AEMO.
qui nous en avait parlé et depuis lors, nous étions en contact avec elle pendant que le monsieur était en fuite. Et donc, l'AGS a pris les dispositions habituelles qu'elle prend, c'est-à-dire elle s'est déjà mise à chercher un avocat qui peut plaider dans la localité, dans le ressort de compétences du tribunal, et surtout de prendre des dispositions pour les prises en charge médicales de ces jeunes filles-là. Et donc, on travaille là-dessus déjà et on a pris toutes les dispositions habituelles que nous avons l'habitude de prendre pour les filles qui ont été violentées. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Famadion. Bonjour Georges. Au Mali, les sympathisants de l'imam Diko l'invitent à boycotter le référendum constitutionnel prévu le 18 juin. La coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mamadou Diko invite ses militants à boycotter le scrutin référendaire. Selon ses responsables, les autorités actuelles ne sont pas légitimes ni légales pour modifier la constitution de 92. Écoutons à ce sujet Youssouf Daba Diawara, coordinateur général de la CEMAS, au micro de Zanga Abdoulaye Ouattara. La CEMAS a été très claire depuis le départ du processus. On a eu à faire plusieurs communiqués dans lesquels on demandait au président de la transition de vraiment surseoir sur ce projet parce que nous estimons qu'ils n'ont ni la légitimité ni la légalité pour pouvoir le faire. Donc nous pensons aujourd'hui qu'il est vraiment important de respecter nos textes. Et au-delà de ça, la CEMAS ne prendra pas part à cette campagne référendaire ni à l'élection. Donc le dernier message qu'on peut leur lancer, c'est de vraiment leur demander de surseoir à ces projets qui n'est pas une bonne chose pour le Mali, que ce soit par rapport à la forme, que ce soit par rapport au fond. Vraiment, et au peuple malien, aux patriotes convaincus, parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas les seuls mouvements à demander au président de la transition de surseoir à ce projet. Donc nous demandons à tout le monde de ne pas participer, parce que pour nous, c'est un forfaiture. Et puis, 10 ressortissants de la République démocratique du Congo ont été tués à Khartoum dans des bombardements de l'armée. Cela s'est passé sur un campus de la capitale. En cette semaine, la guerre entre l'armée soudanaise et les paramilitaires a fait plus de 1800 morts et plus d'1,5 million de déplacés et réfugiés, Georges. Au Kenya, des manifestations pour s'opposer à l'instauration de nouvelles taxes. La police kenyane a arrêté 11 manifestants lors d'une marche à Nairobi contre un projet de loi de finances qui instaure de nombreuses nouvelles taxes. Ces produits concernent notamment les produits de beauté, les carburants ou les crypto-monnaies. Au Kenya, le président William Ruto, élu en août 2022, cherche à réduire le déficit d'une économie lourdement endettée laissée par son prédécesseur Uhuru Kenyatta, dont il fut le vice-président. Puis le Maroc qui abrite une grande manœuvre militaire. L'exercice international s'appelle African Lion 2023. Il s'agit du plus large sur le continent africain, co-organisé par le Maroc et les États-Unis. L'exercice African Lion doit mobiliser jusqu'au 16 juin près de 8000 soldats en provenance de 18 pays. Et selon l'état-major général des forces armées royales marocaines, ces manœuvres annuelles se déroulent dans 7 régions du pays maghrébin. Elles comprennent des exercices de planification opérationnelle et de lutte contre les armes de destruction massive, des entraînements tactiques terrestres, maritimes, aériens et des forces spéciales, ainsi que des opérations aéroportées selon les phares. Nous restons au Maroc où plus de 400 000 élèves passent le bac cette année et les épreuves vont débuter ce matin dans les 1700 et quelques centres d'examen sur l'ensemble du territoire marocain. Alors que les cas de triche sont habituellement notés lors de cette compétition, les autorités qui ont déjà mis la main sur des candidats peu scrupuleux sont à pied d'œuvre, nous dit Khadim Mbaye. Les épreuves du baccalauréat ont débuté ce matin dans les 1700 centres d'examen, mettant en prise 426 000 élèves, dont 10% sont issus de l'enseignement privé. Les élèves issus des pôles scientifiques et techniques, eux, représentent 58%. Jusqu'à présent, aucun incident majeur n'a été signalé. Les autorités affirment mettre en place tous les moyens nécessaires pour assurer le bon déroulement des examens et se félicitent d'avoir pratiquement éliminé toute possibilité de triche. Des perquisitions effectuées au domicile de 2 personnes suspectes ont permis de saisir des dizaines de capteurs sans fil, de montres et d'écouteurs intelligents, ainsi que les chargeurs adaptés à ces appareils de contrebande. Les examens du baccalauréat se dérouleront jusqu'au 10 juin et les résultats seront annoncés le 19 du même mois. Merci Khadim Mbaye. Voilà Georges, c'est tout pour ce journal international. Merci Fama. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous?
Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, nous allons parler des violentes manifestations de ces derniers jours, la tension socio-politique, quelle issue et voie pour un retour au calme. Et toujours à propos de ces manifestations, cette information qui vient de nous parvenir, une conséquence du saccage du consulat du Sénégal à Milan intervenu hier, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a décidé de fermer tous les consulats du Sénégal à l'étranger jusqu'à nouvel ordre. Une mesure conservatoire selon notre source. Des manifestants ont attaqué le consulat du Sénégal à Milan où ils ont saccagé des vitres et cassé des vitres et saccagé des documents administratifs. Le consul qui était au Sénégal a annoncé son retour pour gérer cette situation. Mamadou Lamine Diouf a annoncé une plainte contre les auteurs de ces actes. RFM Sport. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Georges. La crise socio-politique, les équipes de la Ligue professionnelle se réorganisent pour garder leurs effectifs en forme. C'est un plan qui a été revu pour permettre à l'équipe du Giraffe, mais également à toutes les autres formations de la Ligue professionnelle de pouvoir s'entraîner afin de garder leur équipe en forme en vue d'une éventuelle reprise des compétitions du côté du Giraffe. Un nouveau plan d'entraînement et de surveillance des joueurs a été mis en place. Abdoulaye Gueye, entraîneur de l'équipe du Giraffe, s'est confié à RFM ce matin. C'est vrai, c'est une situation difficile avec l'arrêt du championnat et les coupes et la tension politique. C'est un peu difficile. Nous, on a des joueurs qui habitent au siège du club déjà. La moitié de l'effectif habite au siège. Les autres, ils prennent le transport. Après, nous, on a un peu changé les horaires d'entraînement parce que d'habitude, on s'entraînait les soirs à 17h. Mais avec tout ce qui arrive là dans ce pays, on a su changer les horaires pour s'entraîner les matins. C'est vrai que les entraînements ne peuvent pas remplacer la compétition, mais ce n'est pas que nous, hein, c'est tous les clubs. Mais, en tout cas, c'est une situation difficile à vivre, mais on fait avec. Le regroupement de l'équipe nationale de football, la presse s'attend à des restrictions. Dû à la situation sociopolitique actuellement au Sénégal, les Lions vont se regrouper à partir de demain pour préparer la prochaine sortie contre l'équipe du Bénin, mais également pour préparer le match contre le Brésil en amical. Sodetiam a donc échangé ce matin avec le président de l'Association nationale de la presse sur comment l'on devrait faire pour une bonne collaboration dans ce climat tendu. Reportage. En vue de la rencontre Sénégal-Bénin comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2024 et le match amical Sénégal-Brésil, l'équipe nationale sera en regroupement à Diamniadio dans un contexte un peu particulier, donc il faudra s'attendre à des restrictions, selon le président de l'Association nationale de la presse sportive, Abdoulaye Thiam. Forcément donc la sécurité va être renforcée. En revanche, je ne pense pas, et nous l'avons déjà dit, l'équipe nationale du Sénégal ne peut être transformée en bunker, mais l'équipe nationale du Sénégal ne peut être aussi transformée en marché, ça c'est clair. Mais sur ce plan-là, nous faisons entièrement confiance aux autorités fédérales, particulièrement au commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, notre cher ami Demba Sarr. Donc nous attendons effectivement à que la sécurité soit renforcée avec les éléments de la gendarmerie, mais aussi de la brigade nationale de la sécurité publique, aussi des agents de la BIP. Le président de l'AIPS Afrique rassure la presse nationale et internationale. Et ce qui est important, c'est que la presse puisse travailler avec l'ensemble de ces personnes et personnalités qui tournent autour de l'équipe nationale du Sénégal en parfaite intelligence. Il y aura un calendrier qu'il faut respecter. Il y aura des séances d'entraînement qui seront ouvertes au public et à laquelle la presse va être conviée. Il y aura des conférences de presse éventuellement, mais il y aura aussi des séances à huis clos. Mais n'empêche quand même dans ce contexte-là, il va falloir que nous aussi, des médias, qu'on puisse comprendre que cette sécurité puisse être renforcée compte tenu du contexte dans lequel nous vivons actuellement. Le regroupement démarre demain mercredi avec une première vague. Les Lions vont rallier le Bénin le 15 juin et après le match le 18, les protégés de Aliou Cissé vont se déplacer au Portugal pour le match amical. Après cette rencontre face à l'équipe du Brésil, ce sera les vacances pour les pensionnaires de la tanière. Avant les vacances, il va signer un nouveau contrat. C'est Karim Benzema qui a fait ses adieux aux supporters madrilènes. Après 14 ans passés à la Maison Blanche, il va signer un contrat de 3 ans avec le club
Al-Ittihad avec un salaire mensuel de 200 millions, soit un total de 600 millions pour les 3 prochaines années pour le Ballon d'Or français Karim Benzema. Merci Malal Junior Diagne. RFM, reportage. Le gouvernement a restreint l'utilisation de plateformes de médias sociaux, cela du fait des manifestations notées ces derniers jours. Suite à cette décision, des familles ont fini par tisser des liens sociaux, une coupure d'Internet qui présente bien des avantages selon certains, pour d'autres. C'est une menace pour notre économie. Le reportage de ce midi porte la signature de Oumou Kalsoumli. Rokhaya Ndoye et sa famille à table pour le petit déjeuner. Ces derniers jours, la mère de famille s'est sentie plus proche de ses enfants parce qu'ils sont déconnectés. Avec ces restrictions, on se fait plaisir entre membres d'une même famille en discutant, on se couche tôt maintenant, on est presque habitué. Pour avoir l'Internet, Cheikh Mbacké utilise l'application VPN, mais il juge le réseau très faible. J'utilise le VPN, mais c'est limité. J'ai senti que j'ai beaucoup plus de temps pour communiquer avec la famille et même pour regarder certains programmes à la télé. Ousmane Niang, père de famille, habite à la rue 10, angle 23. Pour lui, cette coupure d'Internet présente bien des avantages. Je dirais que la coupure nous a permis de nous retrouver, nous tous en famille. Il y a eu des discussions entre parents et enfants, tout comme ça. Mais comme vous dites, le seul inconvénient que j'y ai trouvé, c'est que j'ai un de mes enfants qui prépare son examen et il faisait ses recherches à partir des réseaux sociaux, par exemple de Google, comme ça, et Internet, comme ça. Mais en toute franchise, je dirais que c'est mieux. On aurait souhaité en avoir ça à partir de 22h pour qu'on se retrouve. Les autorités sénégalaises ont restreint l'utilisation de plusieurs plateformes des médias sociaux. Mais cette situation constitue un avantage pour certaines familles qui ont eu du temps pour se parler, communiquer. RFM, la presse du jour. La presse de ce mardi 6 juin 2023. Lecture et commentaire, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. À la une, cette visite express du président de la République à Touba, Macky, reçu par le khalife général des Mourides. Le journal Le Soleil parle de tête-à-tête d'une heure en fin de soirée. Mon confrère constate que le chef de l'État est arrivé aux environs de 22h30. Aussitôt, l'hôte a été reçu dans la résidence principale de Daro Minam. Macky, qui n'était pas accompagné, a eu un long entretien avec le khalife à huis clos. Mon confrère, qui n'est pas visiblement dans le secret des dieux, y va de son bon sens. Les journaux relèvent que les deux hommes ont pu parler certainement des derniers événements qui ont secoué la République. Vox Populi en est lu très certain. Au cœur des échanges, il y a eu la situation politique tendue. Bës Bi Le Jour informe qu'à l'origine de l'entrevue des hommes de l'ombre, le confrère cite les noms de Mountakha Kane, homme d'affaires proche de Serigne Mountakha Mbacké, Imam Dramé, bras droit de Sonko, et Serigne Mbacké, homme politique proche du pouvoir. Le maître du jeu, c'est désormais Touba, relève le journal. Espoir de sortie de crise, conclut le confrère. L'observateur soutient que rien n'a filtré, en réalité pas pour le moment en tout cas sur cette entrevue, mais des décisions, ou plus exactement des engagements ont été pris. La primeur des grandes décisions du chef de l'État a été accordée au khalife. Le journal constate que le cortège du chef de l'État a été hué à sa sortie par des pro-Pastef. Le F24 retourne dans la rue les 9 et 10 juin prochains pour dire non au troisième mandat. Aminata Touré, dite Mimi Touré, confie au journal Le Quotidien que personne n'a souhaité la confrontation. Eh bien, c'est Macky qui l'a cherché. Il y a aussi des pressions énormes sur le Sénégal pour demander des comptes. Human Rights Watch demande l'ouverture d'une enquête sur le décès et la libération des détenus, je cite, politiques. Yewwi Askan Wi demande aux Nations Unies d'envoyer une commission d'enquête internationale au Sénégal. En attendant, la justice sénégalaise fait face aux pyromanes. L'Obs informe que plus de 40 jeunes casseurs et pillards ont été arrêtés. Les deux jeunes qui tentaient d'incendier le domicile du ministre Antoine Diome, déféré au parquet aujourd'hui. Vague d'arrestations dans les rangs de Pastef à Dakar, Sédhiou, Kébémer, entre autres. Maître Ngagne Demba Touré, confondu à un certain Ngagne Diop, arrêté lui par la section de recherche de la gendarmerie. Selon le journal Les Échos, Cheikh Bara Ndiaye, le fameux chroniqueur de Walf, et Biram Diagne risquent gros gardé à vue et poursuivi pour de lourdes charges. Cheikh Bara Ndiaye a catégoriquement refusé de répondre aux questions des enquêteurs présumés recrutés
recruteurs des Tonton Macoute qui ont attaqué l'édile de la mairie de Dakar, Barthélémy Diaz. Il file droit vers l'information judiciaire. Le journal LAS a fait un reportage pour ses lecteurs ce matin et constate qu'après 3 jours d'enfer, Dakar reprend vie, mais le jour d'après a comme un goût de galère. La capitale affiche une face hideuse. De l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar à Rufisque, les grandes artères portent les stigmates des violents affrontements de jeudi et vendredi. L'Obs note que Gorgorlou risque de payer cash les conséquences des casses orchestrées sur les biens publics et privés. La petite économie et la grande dans la galère. Morose les prochains jours, prédit le journal. Les activités économiques en souffrance, inflation des denrées de première nécessité. Pour tout cela, le journal note que c'est mal parti pour la Tabaski. Ça risque de ne pas trop bêler dans les ménages. Mais dans Libération, le ministère de l'Éducation nationale est pour la poursuite des enseignements. La COSIDEP sonne l'alerte écrit Sud qui note que de gros nuages s'amoncellent sur le ciel de l'école sénégalaise. Le TR siffle de nouveau depuis ce matin avec la restriction des réseaux sociaux. Par ailleurs, la suspension du service Internet mobile, le brouillage et la coupure de signaux de radio et télé. Le Sénégal altère sa cote en Afrique. Appel au dialogue direct entre Macky Sall et Sonko. 20 organisations de la société civile montent au créneau, note Sud Quotidien. À la une de Libération, fin de cavale pour le maître coranique de Touba et présumé violeur en série. Khadim Mbacké, 34 victimes mineures déjà identifiées, arrêtées par la police. Le mis en cause, âgé de 33 ans, a été mis à la disposition des gendarmes de 28 lors de l'émission de la vie de recherche. Le nombre de victimes présumées a augmenté après l'annonce de son arrestation. Interpellé sur sa cavale qu'il a menée en Casamance, en Gambie, le mis en cause affirme j'étais malade. Le journal Observateur qui revient sur les derniers éléments de l'enquête note que Khadim était parti dans le sud du pays et en Gambie pour un blindage mystique. Le confrère explique comment le marabout a profité des manifestations pour revenir à Touba. Et puis sport pour boucler en première page. Dans le journal Stade Quotidien, Mercato, le père vend la mèche. Le Barça s'active pour Messi. Oui, lundi, le président du FC Barcelone a encore avancé ses pions pour faire revenir l'attaquant Lionel Messi en fin de contrat au Paris Saint-Germain avec un rendez-vous avec son père. Et le père de Messi a même publiquement reconnu la préférence de son fils. Messi veut bien revenir, a-t-il dit. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Quelle voie est issue pour un retour au calme après les violentes manifestations de ces derniers jours qui ont fait au moins 16 morts selon la police nationale? Pour en parler, Demba Gueye, analyste politique, maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour Demba Gueye. Bonjour Georges. Avec nous au téléphone également Thierno Diop, analyste et chroniqueur politique. Bonjour Thierno. Bonjour Georges. Alors, baisse de la tension selon certains, mais un calme précaire pour d'autres, des manifestations qui ont fait plusieurs morts. D'abord avec vous, Demba Gueye, analyste politique, sur quel levier appuyer pour un retour au calme? D'accord, je pense que le principal levier, c'est le discours, c'est la communication. Nous avons entendu des propos très inquiétants ces derniers jours, un discours martial des deux côtés. Nous avons entendu des discours de haine. Le ministre de l'Intérieur l'a rappelé, il l'a dit, il a raison de dire qu'il y a eu un discours de haine. Un discours très inquiétant sur les réseaux sociaux, des appels au meurtre, des menaces de mort, un discours vraiment inadmissible, mais un discours qui vient des deux côtés. Ça aussi, il faut le noter. Il faut noter que ce discours de haine, on l'a beaucoup senti au niveau de l'opposition, des manifestants, mais également on l'a senti au niveau de certains membres du gouvernement. Et c'est regrettable des deux côtés. C'est regrettable d'entendre ce discours venant d'une opposition qui aspire à gouverner le pays. Mais également, c'est regrettable d'entendre ce discours de la part des tenants du pouvoir. Ça, il faut le dire. Maintenant, je pense que toutes les deux parties doivent savoir raison garder, revenir à la raison. Revenir à la raison, c'est savoir que la majorité des Sénégalais, la très grande majorité, et c'est cette grande majorité-là qui
qui souffrent de cette confrontation et revenir à un discours plus responsable. Un discours responsable, c'est d'abord pour les tenants du pouvoir, c'est un discours qui fédère tout le monde. Je suis d'accord avec la fermeté. Un État doit tenir un discours de fermeté, je suis d'accord. Mais en chaque fois qu'un membre du gouvernement prend la parole, il doit aussi penser aux autres. Il ne faut pas parler simplement pour un camp. Il faut parler pour tout le monde. Il faut tenir un discours fédérateur. Et c'est inadmissible qu'un membre du gouvernement prenne la parole et parle pour une seule partie. Mais est-ce que ce discours fédérateur doit conduire à un rapprochement des différentes parties qui se regardent en chien de faïence? Absolument, c'est ce qui est recherché, c'est ce que je disais tantôt. Et pour qu'on puisse arriver à certains ça, proposent même des échanges entre le chef de l'État, le président Macky Sall et Ousmane Sonko. Mais ils ont parfaitement raison. C'est vrai que ce dialogue direct, ça peut être un peu difficile. Mais il faut d'abord commencer par créer les conditions de ce dialogue de la part des membres du gouvernement. À chaque fois qu'ils prennent la parole, je l'ai dit tantôt, il faut qu'ils pensent à ces autres Sénégalais qui ne sont pas d'accord avec leur politique. Et ça, vraiment, c'est un appel que je lance. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités par rapport à cette communication qui parfois est très frustrante pour une certaine partie des Sénégalais. Quand on prend la parole, on tient un discours de fermeté pour montrer que l'État est là. Mais en même temps, il faut appeler au calme. Il faut appeler les autres à savoir raison garder. Il faut dire que nous sommes tous des Sénégalais et que nous devons préserver ce Sénégal qui nous appartient à tous. Ce genre de discours, on a envie de l'entendre de la part des tenants du pouvoir pour que au moins qu'ils puissent se reconnaître à travers le discours que tient le gouvernement. C'est la condition sine qua non pour aller vers maintenant cette communication directe entre le président de la République et certains membres de l'opposition, y compris Ousmane Sonko. Bien. Je reviens à vous, Demba Gueye, Thierno Diop, analyste et chroniqueur politique. Au-delà des partis politiques, quel doit être le rôle des religieux, de la société civile pour qu'on en arrive à un calme? Merci beaucoup, Georges. Je crois que c'est une très bonne question parce que par le passé, les religieux ont toujours eu à entreprendre des efforts pour pacifier l'espace politique. Même si on s'en souvient, il a fallu l'intervention de religieux pour désamorcer la bombe consécutivement à la présidentielle de 1988. On avait pu citer Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, etc. De tout le temps. Et jusqu'à présent, je crois que dans la presse du jour, on a pu dire que le khalife général des Mourides aussi a entrepris des démarches. Et je crois que c'est tout pour d'autres foyers religieux du pays. Mais là, attention, moi je crois que c'est des réserves. Parce que ce qu'on voit ici, il me semble que la crise que l'on vit depuis 2 ans n'est pas typique de celle qu'on a eu à connaître par le passé. Parce que là, de plus en plus, depuis des années, le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, il indexe des forces occultes sans plus de précision sur la nature véritable de la menace, raison pour laquelle le prisme déformant de certains détracteurs du régime tente de faire croire que le premier flux du pays fait dans la manipulation en forçant le trait uniquement pour diaboliser Ousmane Sonko. Cependant, le mode opératoire des assaillants, que je ne saurais appeler manifestants, donne à penser qu'il s'agit d'une manifestation, qu'il ne s'agit pas d'une manifestation politique classique comme on a pu à reconnaître par le passé sous Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf ou Abdoulaye Wade. Même aux heures chaudes de la contestation de mai 68, on n'a pas assisté au pillage d'édifices, par exemple, universitaires. Cela nous prédispose à nous demander qui peut en vouloir au Sénégal à ce point. Au symbole de la République. Au symbole de la République, moi je crois que voilà, c'est ça. Donc, une esquisse de réponse pourrait orienter vers des acteurs ténébreux qui n'ont pas reçu leur part du gâteau au moment du partage des ressources pétrolières et gazières découvertes au Sénégal. S'il y a un prédéterminisme des faits politiques, nous ne saurions être totalement à l'abri de vérités de déstabilisation connues au Nigeria, au Libéria, en Sierra Leone, avec mais est-ce que les manifestations annoncées ce week-end contribuent à calmer la situation? Manifestation à la place de la nation, manifestation sur la VDN. Non, c'est pourquoi je vous dis qu'il va falloir s'interroger sur les agendas. Sur les agendas aussi, parce que moi je crois que ce n'est pas aussi simple que cela. Il ne faut pas se contenter des apparences. Je vous ai dit que
de tout le temps, on a manifesté au Sénégal, mais on n'a jamais atteint ce niveau. Bon, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a un contexte dans lequel cela survient. C'est dans un contexte où d'importantes ressources gazières et pétrolières sont découvertes au Sénégal, dans un contexte de rareté qui pourrait amener certaines puissances donc déflatées après la crise russo-ukrainienne à vouloir s'approvisionner au Sénégal. Bon, parce que, comme dit l'adage, morte la bête, mort le venin. Il faut savoir ce qui se passe. Bon, le ministre de l'Intérieur, il parle, mais il n'y a pas trop de précision. Et tant qu'on ne connaît pas la menace véritable, l'identité véritable, la nature véritable de la menace, moi je crois qu'il va être difficile de poser des solutions, d'amener des solutions. Hein. Parce que je crois que les gens simplifient l'affaire en disant que les religieux doivent s'impliquer, etc. Mais qui est derrière? Qui peut être derrière? On n'est pas encore assez édifié. Mais le mode opératoire, comme je vous ai dit, on a parlé de personnes de nationalité étrangère. Qui se serait introduite dans le pays donc, pour commettre des actes. On doit être informé, véritablement. Voilà. Je reviens à vous, Thierno Diop, Demba Gueye. Alors, beaucoup se posent une question, le chef de l'État, qui ne s'est pas encore prononcé sur la situation. Il est allé rendre visite au khalife général des Mourides la nuit dernière, sans doute pour évoquer cette situation qui prévaut dans le pays. Est-ce que le troisième mandat, le débat sur le troisième mandat pourrait être une solution? C'est évident que la question du troisième mandat, c'est cette question-là qui a cristallisé tous les problèmes du Sénégal. Si le président avait clarifié sa position par rapport à cette question, je ne pense pas qu'on en arriverait à là. Et on ne peut pas occulter cette question. Et cette question est extrêmement importante dans la résolution de cette crise, parce qu'on peut parler de crise. Non, maintenant, on peut parler de crise parce qu'il y a des manifestations partout, des cas, des morts d'hommes. Donc, cette question, je pense qu'elle est extrêmement importante. Le président doit clarifier sa position par rapport au troisième mandat. Et nous souhaitons, tout le Sénégal souhaite qu'il déclare qu'il ne sera pas candidat en 2024. C'est ce que tout le monde attend. Mais au-delà de cette question du troisième mandat, le président de la République doit rassurer les Sénégalais. Rassurer les Sénégalais par rapport à une perception de l'État qui commence à prendre des proportions inquiétantes. Cette perception, c'est que les Sénégalais ont l'impression que on utilise l'appareil d'État pour mater les populations, pour restreindre les libertés. Les Sénégalais ont l'impression que la liberté, on est en train de perdre nos libertés. Quand je parle de nos libertés, c'est la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté politique. Il y a tout un tas de signaux qui font peur aux Sénégalais. Et donc, les Sénégalais ont envie d'entendre, d'être rassurés par rapport à ces questions. Et le président de la République doit prendre la parole. Moi, je pense, je ne sais pas, je pense, j'ai entendu quelque part qu'il va faire une communication aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Mais il doit le faire. C'est ça qu'il doit faire. Il doit le faire pour rassurer les Sénégalais, clarifier certaines questions, rassurer les Sénégalais par rapport à cette perception que nous avons, cette perception qui nous fait croire que la justice est instrumentalisée, que les forces de l'ordre sont instrumentalisées, que l'État est instrumentalisé. Ça, c'est une perception qui est réelle. On ne peut pas nier cette vérité. Et je pense qu'un État, s'il veut être crédible, il doit rassurer ces populations. Le Sénégal, ce n'est pas que ces hommes politiques. Je l'ai dit tantôt, ce n'est pas que ces groupes politiques, ces partis politiques, cette opposition, qui est une partie par rapport au reste des Sénégalais. Nous sommes 17 millions de Sénégalais. Merci. Voilà. Merci Demba Gueye, analyste politique, maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Thierno Diop, la clé de la solution serait-elle le chef de l'État? Je souscris entièrement à l'analyse du professeur Gueye. Bon, parce que moi je crois qu'il y a des rendez-vous manqués avec la rupture annoncée en 2012 sur l'indépendance de la justice, sur des questions comme la transhumance politique, sur la corruption, etc. Sur tous ces aspects qui ont été, donc, de la question qui ont été débattus, notamment à travers les assises nationales. Bon, on a pu prêter cette phrase au président de la République, je ne sais pas s'il en est l'auteur, quand il aurait dit que je ne prends que ce qui
ne m'arrange, ce qui m'arrange des services nationaux. Moi, je crois que donc, le premier rendez-vous véritablement manqué avec la rupture a été le référendum de 2016, où il fallait même vérifier toutes ces questions-là. C'est lui-même qui le disait. Il devait vérifier, par exemple, la polémique qui date, sur le troisième mandat qui date d'Abdou Diouf. C'est Abdou Diouf qui, au sortir de la crise post-électorale de 88 avec le code consensuel, avait pas à une seule virgule de ce qui a été décidé de commun accord avec son opposition. Justement, cette opposition dans tout cela. Oui. J'ai dit cette opposition dans tout cela. Non, ça veut dire que j'ai évoqué ce qui a pu être la part de responsabilité de l'opposition. Oui, si je dis cette opposition dans tout cela, c'est à la suite de la question selon laquelle le chef de l'État serait la clé de la situation. Bon, moi, je crois que il coule de source qu'il y a deux sortes d'opposition au Sénégal. Bon, il y a une opposition radicale. Bon, une autre opposition, je ne dirais pas molle quoi, mais bon, qui donne l'impression de vouloir être ce que appelait Tanordien l'opposition républicaine. Hein? Bon, il faut se dire ça déjà. Bon, si vous voyez déjà, il y a même des divisions entre eux par rapport au format de combat à établir. N'est-ce pas? Bon, parce que c'est pourquoi j'ai pu évoquer durant ma première intervention ce que l'on a pu appeler force occulte. Parce qu'il faut que l'on sache aussi. On ne peut pas faire passer cela par perte et profit. Bon, maintenant, comme l'a dit le professeur, je l'ai dit lors de notre dernière intervention sur cette antenne, nous avons insisté sur ce que nous semble être une nécessité chez le président Macky Sall d'écarter définitivement toute zone d'ombre par rapport à l'intention qui lui est prêtée de vouloir se présenter en 2024 pour un troisième mandat. Cette entreprise de clarification est d'autant plus indispensable que la justice du double standard évoquée dans l'emprisonnement de Karim Wade et de Khalifa Sall, ce que j'appelle justice du double standard, c'est une justice qui semble ne s'abattre que sur les adversaires du président tout en protégeant ses alliés. Moi, je crois que donc, c'est dans cette brèche que Ousmane Sonko s'est engouffré pour fonder une ascension politique. Donc, je ne suis pas d'accord que le problème soit donc tout simplement Ousmane Sonko. Je crois que si Macky Sall s'écarte, on va régler la moitié de la question, quoi. On va régler la moitié de la question. Je crois que donc, c'est une précondition. Ils disent que moi, Macky Sall, je ne vais pas me présenter. Parce que tant qu'il continue à entretenir le flou, le silence sur cette question-là, ça va rentrer à l'image de gestion patrimoniale des affaires de la cité. Et cela n'est pas bon. Cela ne va faire qu'envenimer les choses. Voilà. Merci Thierno Diop, analyste et chroniqueur politique. C'était Point de vue et c'est la fin de ce grand journal. Merci à Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique, Yacine Pouy à la digitalisation, merci à Alain Ndjogoudien à la coordination, à Ombaye à la réalisation. Merci à vous également de nous avoir suivis. 13h, le journal, le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. Bon après-midi à toutes et à tous.